Venise est une ville qui n'aurait jamais dû exister. Avec ses 124 îles, ses innombrables ponts et ses 176 canaux construits au milieu d'un gigantesque marécage, la Sérénissime témoigne de l'audace de l'esprit humain et de sa capacité à dompter la nature. Pour moi, il y a beaucoup de belles villes dans le monde. Et puis il y a Venise. Elle est unique. Tous les ans, plus de 30 millions de touristes viennent admirer les palais le long du Grand Canal. Véritables superstructures de leur temps, ils ont été construits selon des techniques uniques au monde. Et si la Sérénissime semble flotter sur l'eau, c'est qu'en réalité, Venise est une forêt renversée. Bâtie sur 10 millions de pieux en bois enfoncés dans la boue, elle défie toutes les lois de l'architecture. Mais l'homme a profondément modifié la lagune de Venise. Industrialisation, affaissement des sols, multiplication des bateaux à moteur. Le XXe siècle a mis la cité des Doges en danger. Cet environnement qui s'est maintenu pendant des milliers d'années a été détruit en 30 ans. C'est un désastre absolu et total. À cause du réchauffement climatique et de l'augmentation du niveau de la mer, de plus en plus souvent, Venise a les pieds dans l'eau. À tel point que certains pensent que la cité des Doges va finir par disparaître. Le destin de Venise est d'être submergé, ça on le sait. Alors, pour sauver Venise, des idées incroyables ont vu le jour. Le projet MOSE notamment, un système de barrage unique au monde, destiné à bloquer les marées hautes qui menacent d'engloutir la ville. Nous sommes en train de réaliser l'un des plus grands chantiers du monde. Forcément, pour nous, c'est un défi extraordinaire. Comment les hommes ont-ils construit l'une des plus extraordinaires villes au monde? Quels sont les dangers qui menacent la cité des Doges? Venise sera-t-elle sauvée ou finira-t-elle au fond de l'eau comme la mythique cité de l'Atlantide? Voici l'aventure extraordinaire de Venise, une ville unique, une ville en voie de disparition. L'histoire de Venise commence il y a plus de 1000 ans, au milieu d'une vaste étendue d'eau au nord de l'Italie sur la côte adriatique. « 50 km de long et 10 km de large, voici la lagune. Elle est composée d'eau saumâtre, de sable et de boue. Le fond est peu profond et traversé par d'innombrables canaux. Bref, c'est un terrain hostile à la présence humaine qui n'intéresse pas grand monde. Mais tout change au 5e siècle quand l'Europe est mise à feu et à sang par des hordes de barbares. Les habitants de la côte trouvent refuge dans la lagune. La lagune constituait une défense naturelle. Il était très difficile pour les ennemis d'y naviguer. Seuls les habitants connaissaient les canaux. Et il n'y avait pas besoin de murs pour se protéger. C'était un grand avantage. Premier paradoxe, les Vénitiens qui vont conquérir le monde commencent leur histoire comme des réfugiés, au milieu de nulle part et sans eau potable. Pour construire leur première maison, ils utilisent ce qu'ils trouvent sur place. On a quelques images d'une hypothèse de comment est-ce que pouvait être l'île de Rialto. Rialto était le centre de la ville avec des cabanes vraiment en bois et paille sur le toit. Les constructions de la Venise ancienne ont débuté sur les endroits les plus consolidés. Par exemple, Rialto, ça vient de Rivo Alto. C'était une rive haute, solide. Dorso Duro vient du fait que c'était un morceau de terre plus dur, en forme de dos. C'est sur ces endroits que la ville s'est construite dans un premier temps. Mais on est encore loin de la Sérénissime que l'on connaît aujourd'hui. Il faudra encore quelques siècles pour que les petites huttes en bois fassent place à l'imposant pont du Rialto et au palais qui l'entoure.
Les premiers Vénitiens évoluent sur de petites îles séparées par l'eau. Chacune d'entre elles est un petit village conçu sur un même modèle. Une place, des habitations autour et au milieu, l'église. Cela explique pourquoi nous avons autant d'églises et de petites places. Ce sont les centres de ces anciennes micro-villes. Et au fil des siècles, ces îles seront unies par de nombreux ponts improvisés, parfois construits de travers. Mais dès le 7e siècle, les Vénitiens commencent à manquer de place. La solution, fabriquer de nouvelles surfaces artificielles sur l'eau. Mais construire sur le sol de la lagune est tout sauf simple. Son fond est fait de sédiments, de boue et traversé par de nombreux courants. Bref, un sol en mouvement permanent. Nous sommes dans un environnement entre terre et mer, d'un point de vue géologique. Nous avons une discontinuité d'éléments. D'un côté, les fleuves nous ramènent du sable depuis la terre ferme. Ils forment un certain type de sol. Là où nous avons des roseaux, nous avons un sol fait de tourbes qui n'est pas du tout de la même densité. Venise même est née sur cette multitude de strates géologiques, de nature et de solidité très diverses, et ça a créé des problèmes. Quand aujourd'hui nous voyons un clocher qui penche, cela veut dire qu'il repose sur différentes strates, d'une solidité différente. Résultat, le clocher s'incline. Les clochers vénitiens s'inclinent, mais ils ne s'effondrent pas. Alors quel est le tour de force que les Vénitiens ont réussi? Comment sont-ils parvenus à rendre le sol plus solide? Le secret des constructeurs, de simples pieux de bois. Ils vont être enfoncés par centaines de milliers dans le fond de la lagune. Et miracle, les constructeurs découvrent sous le sable une couche d'argile, le Caranto. Elle se trouve à une profondeur de 3 à 8 mètres sous le niveau de l'eau. Il faut que les pieux l'atteignent et s'y enfoncent pour permettre la stabilisation du terrain. Stabiliser le terrain, cela veut dire circonscrire une zone déterminée avec des pieux. Si je prends des pieux et que je les enfonce dans la boue et que j'arrose tout ça d'eau, cette terre entre les pieux va se compacter et rester plus solide que celle qui est en dehors de ce périmètre. Elle est tenue par ces pieux qui l'empêchent de sortir. C'est ça le principe de la stabilisation du sol. Du sable de la lagune enfermé par des pieux de bois, c'est de cette manière-là que les Vénitiens créent des surfaces artificielles qui permettent à la ville de s'étendre. Et les constructeurs vont faire une découverte stupéfiante. Le bois enfoncé dans la boue ne se dégrade pas. Les pieux en bois se conservent très bien dans la boue, car ils sont dans un environnement sans oxygène. Les microbes et les bactéries dangereuses pour le bois n'arrivent pas à les atteindre. Le bois subit un processus de minéralisation. Il devient dur comme de la pierre et peut rester intact pendant des siècles. Sur les terrains ainsi consolidés naîtront les plus célèbres monuments vénitiens. La place Saint-Marc avec son campanile qui lui seul repose sur 100 000 pieux. Les fondations du pont du Rialto, 12 000 pieux. Et plus impressionnant encore, la très imposante église della Salute, tout en pierre et en marbre, plus d'1 million de pieux. Des chiffres vertigineux. On compte aujourd'hui 8 à 10 pieux de bois par mètre carré. La ville a été créée sur ces pieux. Et on peut même dire que c'est une sorte de forêt à l'envers. Ils remplissent aujourd'hui la fonction de véritables racines, et il y en a un nombre incroyable. On estime qu'en tout, 10 millions de pieux ont été enfoncés dans les sables de la lagune, l'équivalent d'1 tiers de la forêt des Landes.
Ce sont surtout des chênes et des mélèzes réputés très solides qui ont été acheminés des côtes voisines. Pour stabiliser leur terrain et supporter le poids des palais, les Vénitiens n'ont pas lésiné sur les moyens. Une étude montre que les fondations absorbent la moitié du coût du bâtiment. Cela signifie que la partie émergée coûte autant que la partie immergée. Les 400 palazzi de la ville reposent tous sur ces fondations uniques. Construits à partir du XIe siècle, ce sont de véritables superstructures de leur temps. Pour faire tenir ces palais dans un environnement instable et mouvant, les constructeurs vont déployer tout leur génie. Car leur défi est triple: protéger les bâtiments de l'eau salée des marais, construire des structures les plus légères possibles sur un sol sablonneux et tenir compte des mouvements du fond de la lagune. Voici l'idée géniale qui a été trouvée. Sur les pieux, les architectes vénitiens posent une première strate de plateaux en bois pour unifier le sol. Puis viennent plusieurs strates de briques et par-dessus une pierre blanche spéciale importée des Côtes d'Almate, la pierre d'Istrie. C'est le premier rempart contre le mouvement des marées. Cette pierre fait l'interface entre l'eau et l'air. Elle est très résistante à l'eau salée car elle est imperméable. Résistante et imperméable, la pierre d'Istrie est une véritable ceinture de protection. Elle supporte sans problème le va-et-vient de l'eau salée. Son épaisseur est calculée en fonction de la hauteur des marées et empêche ainsi l'eau d'atteindre les murs porteurs faits de briques plus légères. La règle à l'époque, ne pas dépasser les 3 étages. Les constructeurs savaient qu'ils ne pouvaient pas envisager de construction trop lourde, car le sol était boueux, mouvant et qu'il risquait de s'affaisser. C'était dangereux pour les bâtiments. Des colonnes fines et de grandes fenêtres. Le souci du poids inspire aux architectes un style unique, élégant et tout en dentelle, le style typiquement vénitien. Reste maintenant à trouver un moyen pour que le bâtiment soit aussi capable d'encaisser les mouvements du sol instable de la lagune. Les mouvements de l'eau, mais les mouvements de la terre sont variables. Donc, il faut que le bâtiment ne soit pas rigide. Là aussi, les Vénitiens vont trouver des astuces en utilisant des matériaux à leur disposition, notamment la chaux. Elle servira pour assembler les briques des murs. Son avantage, elle remplit la fonction du ciment tout en restant élastique. La chaux, c'est probablement le matériel le plus important qui permet de, encore une fois, de s'adapter. Ce n'est pas le ciment rigide, mais c'est quelque chose qui s'adapte. L'objectif, c'était toujours de construire, de réaliser ce qu'on avait en tête de réaliser, mais capable de bouger dans le temps. Deuxième exemple, les planchers entre les étages. Ils sont en bois, matériau souple et capable de se transformer. Et pour assurer la flexibilité des murs et des planchers, les constructeurs inventent encore une autre astuce. Les poutres étaient appuyées sur les murs, mais de façon de pouvoir bouger toujours. Flexible, élastique et adaptable, le bâtiment vénitien est comme un organisme vivant qui se déforme au gré de son sol instable. Aujourd'hui, les palazzi portent les stigmates du temps. Certains balcons sont gondolés. Parfois, des fissures apparaissent à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu un peu d'affaissement. Les façades se sont déformées et se sont légèrement inclinées. Mais jamais aucun palais ne s'est effondré à Venise.
Les ingénieurs vénitiens ont si bien conçu leurs bâtisses qu'elles peuvent même absorber les chocs des tremblements de terre fréquents dans la région. Mon beau-père m'a raconté que Venise a ressenti les chocs du grand tremblement de terre survenu dans le Frioul dans les années 70 de manière très violente. Dans notre palais, il y a de grandes fenêtres en arc de 4 ou 5 mètres de hauteur avec des vitraux. Mon beau-père m'a dit que lors des secousses, ces fenêtres avaient tout simplement bougé, comme les voiles d'un bateau, pour revenir ensuite à leur place. Pas un seul des petits morceaux de verre n'est tombé. Dans la cour de chaque palais, il y a des puits. Ingénieux, les architectes vénitiens ont résolu le problème d'eau douce grâce à l'invention d'un système sophistiqué de récolte de l'eau de pluie. Par ces petits trous, l'eau pénètre dans une citerne où elle est filtrée par un sable très fin. Finalement, cette eau ainsi nettoyée se retrouve dans un réservoir prête à être puisée. L'idée était de récupérer aussi l'eau de pluie des gouttières installées sur les toits pour alimenter les puits des places. C'était vraiment un système très ingénieux que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et ces puits sont restés en service à Venise jusqu'au début du XXe siècle. Ces puits ornent aussi toutes les places de la ville. En tout, les architectes en ont creusé plus de 900. À la fin du XVe siècle, Venise compte 170 000 habitants. Elle n'en connaîtra jamais autant par la suite. La Sérénissime est alors à son apogée. Grâce à sa flotte puissante construite à l'arsenal de la ville, elle règne sur la Méditerranée. De Tunis à Beyrouth, la cité des Doges est la seule puissance coloniale du Moyen-Âge. Venise est comme un poisson dans l'eau. On a des documents de la part des chroniqueurs ou des historiens anciens qui disent qu'il faut sauvegarder l'eau parce que c'est notre bien commun le plus important. C'est la raison pour laquelle il y avait des magistrats experts de la lagune, experts des canaux. Préserver la lagune et l'eau qui entoure leur ville, voilà tout l'enjeu des magistrats vénitiens. Mais vers la fin du XVe siècle, les autorités vont faire une découverte effrayante. Leur joli poisson est sur le point d'être asphyxié par le sable. Comment en est-on arrivé là ? Quels travaux titanesques vont être entrepris pour lutter contre cet ensablement ? Comment les Vénitiens du XVe siècle vont-ils sauver Venise ? Le danger vient des fleuves qui se jettent dans la lagune. Dans leurs flots, ils charrient continuellement des sédiments qui commencent à la combler. Les canaux commençaient à perdre en profondeur. C'était un vrai problème, parce que les bateaux n'arrivaient plus à naviguer. Et Venise avait bien évidemment besoin du trafic maritime pour son commerce et pour sa flotte militaire. L'ensablement remettait en cause la sécurité même de la ville. Sans eau, elle devenait vulnérable face à ses ennemis qui pouvaient désormais l'attaquer depuis la terre ferme. L'heure est grave. Comment les Vénitiens vont-ils gérer ce caprice de la nature ? Deux visions sur l'avenir de la ville s'affrontent lors de longs débats au Palais des Doges. Il y avait ceux qui pensaient que la ville devait s'adapter au changement naturel de la lagune. Si la lagune était vouée à disparaître, Venise devait imaginer le futur et se convertir à l'agriculture. On connaissait déjà le riz. On savait comment cultiver le maïs. Et puis il y avait ceux qui disaient « Non, on est de très bons marins, il faut qu'on continue à faire ce qu'on sait faire le mieux. Nous devons trouver un moyen pour éviter que la lagune de Venise ne s'ensable. » Finalement, ce sont les adeptes de l'eau qui l'emportent. L'idée du grand canal transformé en champ de maïs leur est insupportable.
Il faut à tout prix sauver l'eau. Et pour cela, ils vont avoir une idée folle. Détourner les fleuves Sile et Brenta pour qu'ils déversent leurs sédiments à l'extérieur de la lagune. Une prouesse va être réalisée. Creuser plusieurs dizaines de kilomètres de nouveaux canaux avec les moyens du XVe siècle. Des travaux titanesques qui vont durer 100 ans. Même si on aime à dire que la lagune est un environnement naturel encore aujourd'hui, elle ne l'est plus en réalité. Elle a été figée en l'état et sa forme actuelle est vraiment le résultat d'un immense effort humain. Grâce à ces grands travaux, les Vénitiens ont réussi à préserver l'identité maritime de leur cité. Mais cette eau que les Vénitiens ont tant tenu à sauver va finir par se retourner contre eux de manière spectaculaire. Car d'autres problèmes, bien plus graves encore, guettent la cité des Doges. L'affaissement du sol de la lagune d'une part et la montée du niveau de la mer d'autre part se conjuguent dangereusement. Comment les Vénitiens vont-ils affronter cette nouvelle menace ? Quelles prouesses techniques inédites vont-ils devoir accomplir ? Aujourd'hui, la Sérénissime se dresse toujours fièrement sur l'eau. Mais la lagune, elle, a bien changé. Des voitures, des trains et même des avions s'ajoutent au trafic maritime qui a été multiplié par 10. À l'horizon, des usines, une raffinerie, une centrale électrique et un chantier naval. Avec le XXe siècle, Venise est entrée dans la modernité. Et c'est la lagune qui en paie le prix fort. Nous assistons à l'assèchement d'énormes surfaces de la lagune pour pouvoir construire des zones industrielles, comme le port de Marghera par exemple. L'assèchement, c'est l'annulation, l'élimination de l'univers aquatique. Construite à partir de 1917, la zone industrielle, les routes et l'aéroport ont absorbé 1/10 de l'espace de la lagune. Mais ce n'est pas tout. Pour faciliter la circulation des grands pétroliers, l'entrée de la porte de Malamocco a été élargie pour atteindre les 900 mètres. Et un nouveau canal a été creusé au beau milieu de la lagune. Au lieu de faire en sorte que les bateaux suivent les canaux naturels existants, qui sont assez sinueux, ils ont décidé de creuser une véritable autoroute à travers la lagune, très large et très profonde. Une véritable autoroute qui draine beaucoup trop d'eau vers Venise et menace la cité des Doges. L'eau ne se répand plus de la même manière dans la lagune. C'est un énorme problème. Les canaux naturels sont complètement perturbés par le canal pétrolier qui absorbe tous les courants. Et ça change tout. C'est un désastre hydraulique complet qui s'est produit en très peu de temps. Dites-vous que cet environnement naturel millénaire a été détruit en seulement 30 années. Et ce n'est pas tout. Pour satisfaire les besoins de l'industrie, 8000 puits ont été creusés pour pomper l'eau dans la nappe phréatique qui se trouve juste en dessous des fondations de Venise. Dans les années 50, jusqu'à 40 000 mètres cubes d'eau sont tirés tous les jours. Avec le pompage, on réduit la pression dans les couches de sable. Et quand la pression diminue dans un sol aussi particulier et fragile que celui de Venise, les strates géologiques se compactent. Résultat, le sol s'affaisse. Venise s'est alors enfoncée de 13 cm en seulement 30 ans. La lagune agressée va finir par rendre aux Vénitiens la monnaie de leurs pièces.
Et c'est la ville qui va en payer le prix fort. « 4 novembre 1966, une marée haute particulièrement forte fait monter l'eau pour atteindre presque 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est la pire inondation que les Vénitiens aient jamais connue. Je me souviens de cette nuit, toute cette eau. Parce que normalement, l'eau entre dans la ville pendant 6 heures, puis elle se retire. Mais là, les marées s'additionnaient, elles ne descendaient pas. Au contraire, ça montait sans cesse. Les communications étaient coupées, nous n'avions plus la radio, ni le téléphone, ni l'électricité. Ce jour-là, nous avons tous eu très peur. 80% de la ville se trouve inondée. La place Saint-Marc reste noyée sous 120 cm d'eau pendant 30 heures. Les citernes de mazout et de gasoil débordent en polluant la ville. Dans leur malheur, les Vénitiens ont de la chance. Pas un mort à déplorer. Mais près de 5000 personnes se retrouvent sans abri. Les Vénitiens et le monde entier ont compris ce jour-là qu'on ne pouvait plus agresser un système naturel sans que ce système ne se révolte. Parmi les premières mesures prises, il y a l'arrêt du pompage dans la nappe phréatique. Mais le mal est fait. 13 cm sont perdus de manière irréversible. S'ajoute à cela une nouvelle menace, le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer. Il a fait monter l'eau de 10 cm dans les canaux. En tout, Venise a perdu 23 cm. Un chiffre visible sur les façades aujourd'hui. La zone la plus exposée à ce problème, c'est la zone qui est aujourd'hui verte. Elle marque les allées et venues des marées. Ce ne sont pas les grandes marées d'1,40 m qui font les plus gros dommages à la ville. Ce sont les marées de tous les jours. L'eau rentre et sort. Elle entre et sort, et ceci en permanence. Aujourd'hui, à chaque marée, l'eau salée atteint maintenant les murs en briques. Un bouleversement qui remet en cause les précautions prises par les architectes du passé. La pierre d'Istrie, fondation imperméable des palais, a perdu son utilité de ceinture protectrice. L'eau est en contact direct avec les briques qui sont très perméables. Et quand l'eau s'évapore des briques, le sel reste à l'intérieur et se cristallise. De cette manière, le sel multiplie son volume par 12. Et ces cristaux font très lentement exploser la pierre. L'eau salée s'attaque aussi aux joints en chaux. Résultat, les briques tombent et l'ensemble de la structure est fragilisé. Pour les renforcer, ces barrières en fer fleurissent dans les canaux de la ville. Les frais de restauration sont à la charge des propriétaires, mais la municipalité ne peut pas les obliger à faire les travaux. Aujourd'hui, un tiers des palais vénitiens est endommagé et nécessiterait une rénovation. Mais les marées quotidiennes ne sont pas les seuls responsables de ces dégâts. Le véritable problème, ce sont les bateaux à moteur. Leur mouvement crée des ondes supplémentaires à la surface et surtout en profondeur. Le passage des bateaux est très préjudiciable pour les murs. Avec leurs hélices, les bateaux créent des mouvements supplémentaires d'eau qui provoquent l'érosion des murs. Une fois que le mur est érodé, les vagues s'attaquent même à la terre. Celle-ci se retire avec le mouvement de l'eau. Et les bateaux, comme vous pouvez le voir, passent toutes les minutes. C'est la fréquence de leur passage qui fait qu'un mur est plus ou moins en danger. L'eau s'infiltre alors dans les fissures, elle met en péril toute la structure du bâtiment.
Elle atteint même la terre compactée entre les pieux, ses fondations conçues il y a plus de 1000 ans. Aujourd'hui, elles aussi sont en danger. Pour limiter les dégâts, la ville de Venise impose une limitation de vitesse de 5 km/h aux vaporetti qui circulent dans les canaux. Qui plus est, d'immenses paquebots entrent chaque jour dans la lagune pour déposer leur flot de touristes. Ces grands paquebots déplacent d'énormes masses d'eau. C'est le principe d'Archimède. L'eau qui représente l'équivalent du volume du bateau immergé doit aller quelque part. Elle va alors dans les petits canaux qui se retrouvent inondés. C'est comme une marée supplémentaire. Mais au lieu d'arriver lentement sur la ville en 6 heures, comme c'est le cas d'habitude, ces mouvements d'eau ne durent que quelques minutes, voire quelques secondes. Et c'est ça qui met en danger les fondations des palais. Entre l'affaissement du sol, la montée du niveau de la mer, les ondes provoquées par les bateaux, Venise est menacée de toutes parts. Pour sauver les trésors de la cité des Doges, seule solution, assécher les canaux pour faire de grands travaux. On travaille sur des portions d'environ 50 mètres de canaux asséchés, pas plus. Il faut savoir que l'assèchement des canaux provoque l'affaissement des strates géologiques et ça peut créer des dommages au palais. C'est pourquoi on ne peut jamais garder le canal à sec pendant plus de 3 mois. Aujourd'hui, on soigne la ville avec des moyens modernes. Des agents chimiques sont injectés à la place du mortier en chaux pour consolider et reconstruire les murs. Ils empêchent l'eau de s'infiltrer dans les briques. Et tout doit être fait de manière artisanale. Alors, même la restauration des barrières de ce petit pont du XVIIIe siècle prend tout de suite des proportions inattendues. Alors, comment tu vas t'y prendre? Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un moulage pour copier le modèle à l'identique et qu'on le donne à faire à un spécialiste. On fait ça, très bien. Tout doit être refait à l'identique, même les plus petits détails comme celui-ci. Venise est comme ça, elle l'exige. Alors, pour fabriquer une réplique exacte, il faudra faire appel à un spécialiste qui le fera à la main, selon d'anciennes méthodes. Il n'y a pas de machine pour le faire. Il n'y a pas de machine spécialement conçue pour Venise. Voilà pourquoi à Venise, les rénovations sont plus chères qu'ailleurs. Aujourd'hui, la ville dispose d'à peine 2 millions d'euros par an pour entretenir ses bâtiments, alors que 13 millions seraient nécessaires. L'eau qui a fait la gloire et la richesse des Vénitiens a fini par se retourner contre eux. Aujourd'hui, un tiers des rez-de-chaussée de la ville sont devenus inhabitables. Et les crues, les acquealtées, sont de plus en plus fréquentes. Ces 50 dernières années, Venise a dû faire face à des crues de plus en plus fréquentes. Auparavant, Venise connaissait une crue tous les 10 ans. Mais aujourd'hui, cette fréquence a considérablement augmenté. Il y en a 4 à 5 tous les ans. Des chiffres qui risquent d'être revus à la hausse avec le réchauffement climatique qui fait inexorablement monter le niveau de la mer. Le destin de Venise est d'être submergé, ça on le sait. C'est pas ma prédiction, c'est la prédiction de ceux qui travaillent sur la mer, sur des questions de mer et de climat. D'ici la fin du siècle, le niveau d'eau pourrait monter de 20, 40, 50, même jusqu'à 60 cm par rapport à aujourd'hui.
L'idée d'un véritable engloutissement de la cité des Doges ne semble plus de l'ordre du fantasme. Mais comment éviter que Venise finisse au fond de l'eau comme la mythique cité de l'Atlantide ? Le génie vénitien va une fois de plus faire ses preuves avec un projet pharaonique. La réponse des autorités italiennes pour éviter l'engloutissement de Venise, c'est le projet MOSE. Le projet est follement ambitieux. Il s'agit de bloquer les immenses masses d'eau qui entrent depuis la mer dans la lagune par les 3 chenaux d'accès. La porte du Lido, la porte de Malamocco et la porte de Chioggia. Les ingénieurs italiens ont imaginé un système de barrières mobiles. En cas de marée haute exceptionnelle, elles se lèveront pour empêcher l'eau d'entrer. En somme, un gigantesque bouchon. Ce projet de barrière mobile est unique au monde et adapté aux spécificités de la ville. Venise est une ville exceptionnelle qui a besoin d'une solution exceptionnelle. À la base de ce système, de gigantesques caissons de 25 000 tonnes pièce de la taille d'un bâtiment de 7 étages. Ils ont été coulés au fond des passes par des systèmes développés sur mesure. Ces colosses en béton constituent les socles des portes mobiles. Lancé en 2003, le projet MOSE est dans sa phase finale de réalisation. Sur le site de Malamocco, une vingtaine de portes attendent encore d'être installées. Alberto fait partie de l'équipe technique. Voici les prochaines portes qui seront coulées au fond de l'eau. Des colosses tout en acier qui pèsent plus de 330 tonnes. Leurs dimensions sont titanesques. 28 mètres de long, 20 mètres de large et 4 mètres d'épaisseur en moyenne. Mais chacune de ces portes est calibrée et adaptée au fond marin. Les portes de Malamocco sont plus longues parce que le fond marin est plus profond. Il fait 14 mètres. À Chioggia, il ne fait que 12 mètres de profondeur. Mais celles de Malamocco sont plus fines de 50 cm que celles de Chioggia, car elles doivent retenir une pression d'eau plus importante que celle de Malamocco. Quand Alberto entre dans une de ces gigantesques portes, c'est comme s'il pénétrait dans la cale d'un bateau. Et pourtant, cet immense espace est destiné à se remplir d'eau. Quand les portes sont au repos, tout cet espace est inondé. Ces 4 tubes rouges propulsent l'air depuis les compresseurs de la zone technique tout au fond de la porte. Voilà ce qui donne une première impulsion pour qu'elle se lève. Puis on injecte de plus en plus d'air. La pression de l'air injecté par ces tubes pousse l'eau qui s'échappe par les ouvertures prévues à cet effet. Résultat, la porte se soulève et retient la marée. Si on a une marée d'1,20 m, la porte sera remplie d'un tiers d'air. Si on doit arrêter une crue d'1,60 m ou même de 3 mètres, comme on l'a envisagé, la porte sera remplie d'air aux 2 tiers. Le travail d'Alberto et des ingénieurs consiste à installer ces portes sur les caissons. Surveillé de près par des caméras et un système GPS, le colosse d'acier descend alors à plus de 10 mètres de profondeur en se remplissant progressivement d'eau. Il faut que la charnière s'encastre au millimètre près pour pouvoir être fixée définitivement. 6 heures de concentration et de tension.
À chaque fois, c'est un exploit. Les hommes d'Alberto n'ont pas droit à l'erreur. En tout, 78 portes finiront au fond de l'eau. Le système a été conçu pour faire face à des crues de plus de 3 mètres. C'est-à-dire 1 mètre plus haut que la crue exceptionnelle de 1966. Et nous avons pris en compte le pire scénario de l'augmentation du niveau de la mer, à savoir 60 cm. Une fois les travaux terminés, les portes seront surveillées 24 heures sur 24 par une cinquantaine de techniciens. Ils travailleront dans les galeries de service installées sous l'eau dans les caissons. Le MOSE, solution miracle pour les uns et fardeau pour les autres. Le projet divise les Italiens car cela fait presque 15 ans que les travaux durent. La date de mise en œuvre est sans cesse repoussée et les coûts vont atteindre la somme pharaonique de 5,5 milliards d'euros. Une facture qui risque de s'alourdir encore. Ils ne savent pas si ça va coûter encore 10 millions, 100 millions ou 1 milliard d'euros. Ils ne savent même pas s'ils vont le finir un jour. Et les responsables ne connaissent même pas les frais d'entretien. C'est quand même très alarmant. Le projet MOSE est important et il a du sens, mais il faut qu'il soit accompagné d'autres choses. Selon moi, il y a une incohérence à vouloir protéger la ville des marées exceptionnelles sans l'entretenir en même temps. À ce jour, la survie de Venise repose donc sur le système MOSE et sur l'espoir qu'il se montrera efficace un jour. Mais les barrières mobiles ne pourront pas résoudre tous les problèmes. Elles n'arrêteront ni l'affaissement du sol, ni le trafic des bateaux, et elles n'empêcheront pas la lente dégradation des bâtiments. L'avenir de Venise s'annonce sombre. Il y a même des gens qui proposent qu'on sépare Venise de la lagune. Selon moi, séparer la lagune de la mer, c'est déjà assez radical. Mais allons-y, séparons Venise de la lagune. Transformons Venise en un beau musée, en un beau monument. Mettons-la sous une cloche en verre. Expulsons tous les Vénitiens et le problème sera résolu. Mais fort heureusement, l'imagination des Vénitiens n'a pas de limite quand il s'agit de sauver leur ville. Dernière idée en date, regonfler les sols de la lagune pour remonter le niveau de la ville. Un projet qui semble fou, imaginé par les chercheurs de la prestigieuse université de Padoue. Nous prévoyons d'installer 10 ou 12 puits tout autour de Venise à une distance de 10 km. Et par ces puits, on injecterait de l'eau de mer dans la nappe phréatique à environ 600 ou 1000 mètres de profondeur. Incroyable! Soulever un tiers de la lagune grâce à des injections d'eau. Une idée pionnière jamais réalisée auparavant. Ces 12 puits pomperaient 50 litres d'eau salée par seconde pour regonfler le sol sablonneux de la lagune. Les chercheurs visent une élévation progressive de 20 à 25 cm en 10 ans, soit 2 cm par an, et donc une baisse du niveau des canaux. Mais malheureusement, cette méthode n'est pas sans risque. On ne peut pas aller plus vite car nous ne voulons pas générer de fractures dans les couches géologiques. Mieux vaut injecter moins d'eau pour ne pas prendre de risques. Gonfler le sol est peut-être un moyen pour Venise de récupérer ses 23 cm perdus au fond de l'eau. Pour l'instant, ce projet futuriste reste dans les tiroirs, en attente de financement pour les premiers tests grandeur nature. À l'avenir, Venise devra-t-elle être entourée de méga-structures high-tech pour garder la tête hors de l'eau ? Est-ce le prix à payer pour que les générations futures puissent l'admirer dans les siècles à venir ?
À quand le prochain grand projet spectaculaire qui apportera la solution miracle? Une chose est sûre, personne n'a envie de voir cette ville extraordinaire engloutie par les flots. La Sérénissime pourra toujours compter sur les passionnés qui relèveront le défi de la sauver.